Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement Agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la conformité des emballages alimentaires et des risques auxquels s'exposent les entreprises lorsque leurs produits ne respectent pas les exigences. Le groupe Export agroalimentaire est reconnu pour son rôle majeur dans le développement international des entreprises, notamment grâce à l'organisation de salons et de missions commerciales. Mais au-delà de cet accompagnement, le groupe Export propose aussi des services essentiels en matière d'étiquetage et de conformité réglementaire, accessibles à toutes les entreprises agroalimentaires, qu'elles soient membres ou non. On le sait, un emballage non conforme peut avoir de lourdes conséquences. Retard de mise en marché, rappel coûteux ou encore perte de crédibilité auprès des consommateurs. Si l'emballage est bien sûr un outil marketing, il constitue avant tout un support d'information crucial pour assurer la sécurité alimentaire. Pour mieux comprendre ces enjeux et les bonnes pratiques à adopter, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux spécialistes des affaires réglementaires. Tout d'abord, Solange Adéchian, directrice étiquetage et réglementation au groupe Export agroalimentaire. Cette doctorante possède plus de 20 années d'expérience en R&D et en affaires réglementaires dans le domaine de l'agroalimentaire. Ainsi que Marilyn Savard, représentante des ventes spécialisées en agroalimentaire chez Deschamps Impressions. Elle possède une dizaine d'années d'expérience en R&D et en packaging. Mesdames, bonjour. Merci. Bienvenue. Merci d'être ici Bonjour. à notre micro aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ici, que nous parler du rôle au sein de chacune de vos organisations? Solange, tout d'abord. Bonjour, je m'appelle Solange Adéchian. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de l'étiquetage et de la recherche et développement. Ça fait à peu près quelques mois que je travaille dans le groupe Export agroalimentaire. Le groupe Export est une association qui est dédiée aux entreprises agroalimentaires exportatrices qui offre une variété de services, dont l'organisation clé en main de kiosques dans les salons commerciaux internationaux. Dans mon département, qui est le département de l'étiquetage, on offre de la consultation en étiquetage et réglementation au Canada, mais aussi aux États-Unis et à l'international, en plus d'une série de formations sur le domaine. Et de votre côté? Alors, chez Deschamps Impressions, on imprime depuis bientôt près de 100 ans. Donc, Quand même. Ça fait de langue, ça, payer du papier. Exactement. Donc, on va être une entreprise centenaire en mars 2026. On est basé dans la région de Québec avec une toute nouvelle usine certifiée ACEP, donc accréditée pour les contacts directs alimentaires. Puis, on a aussi une installation à Anjou également. Principalement, là, je vous dirais qu'on fabrique tous les types de cartons de produits finis ainsi que toutes les étiquettes autocollantes qu'on peut retrouver en fait en magasin ou en épicerie. Il y a dû en avoir des changements sans temps dans le secteur de l'impression. Oui, effectivement. Comme tout domaine, tout évolue. Effectivement. Solange, je sais qu'on sous-estime souvent tous les éléments qui constituent un emballage. Mais sommairement, qu'est-ce qu'on doit retrouver sur un emballage au Canada ou encore aux États-Unis? Ça, c'est une bonne question. Il faut dire d'abord qu'il y a des points communs entre ces deux pays qu'on peut retrouver sur les emballages, mais il y a aussi des différences dépendamment des juridictions de chaque pays. Donc, les points communs qu'on peut retrouver entre ces deux pays, c'est notamment sur un emballage, on retrouverait le nom usuel, la quantité nette, le nom de la marque, la liste d'ingrédients ou encore les allergènes, le tableau des valeurs nutritives, le nom et l'adresse du responsable, mais aussi la datation et les directives d'entreposage. Il faut savoir que chacun des éléments que j'ai cités a notamment une réglementation et puis des exigences spécifiques d'un pays ou de l'autre. Qui doivent, j'imagine, fluctuer occasionnellement. Mais bien évidemment. Oui, c'est sûr. Et la différence, justement, aux États-Unis, on a les produits qui sont de viande, notamment, sont sous la juridiction du USDA. Et puis les autres produits, par contre, sont sous la juridiction du FDA. Et aussi aux États-Unis, la première langue, c'est l'anglais. Et après, la possibilité de deuxième langue, l'espagnol, sur
sur les emballages d'étiquetage. Au Canada, contrairement, on a le bilingue aussi sur les emballages, notamment l'anglais, mais aussi le français. Mais en plus de cela, au Canada, on a récemment l'ajout du symbole nutritionnel sur le devant des emballages, spécifiquement si le symbole est requis ou pas selon les particularités de chaque emballage. Ce qu'on appelle le front of pack, c'est ça? Tout à fait, okay. Exactement. Dans le jargon. C'est ça. Et puis aussi, il y a des spécificités dépendamment du type de produit de chaque entreprise et aussi l'importance de la conformité justement au niveau de l'emballage pour chacun des pays doit être respectée. Ouais. Je le disais tout à l'heure, c'est un domaine qui est véritablement complexe. On a tous un beau-frère ou une belle-sœur qui est graphiste et qui fait des emballages, là, mais c'est un peu plus complexe. Alors, Marilyn, comment une entreprise agroalimentaire peut s'assurer que son emballage est conforme et que l'entreprise est dans la bonne direction? On fait les bonnes choses, en fait. Oui. Eh bien, donc aujourd'hui, on n'a pas le choix de rester informé. Principalement, c'est le succès, c'est la clé du succès, c'est de rester informé. Et à jour. Oui, et à jour, oui, parce que les nouvelles lois sont toujours annoncées à l'avance, mais les entreprises y attendent souvent la dernière minute pour faire les changements, les modifications. Donc, ça prend du temps à mettre en place. Donc, il faut être réactif dans l'immédiat plutôt que d'attendre. Il faut planifier, si je comprends bien. Oui, effectivement, il faut planifier. Là, c'est une très bonne angle. Et Solange, de votre côté, comment justement on peut se préparer? Comment on peut planifier, comme on vient de le dire? Là? Mais je dirais aussi, en plus de ce que Marilyn a dit, ce serait aussi d'avoir une personne qui est dédiée à l'étiquetage et qu'elle soit reconnue et écoutée à l'interne de la compagnie, si jamais ils ont la possibilité de se le permettre, ou encore faire appel aux experts. Une autre alternative serait aussi d'être formé en étiquetage et justement, nous donnons des formations au niveau de l'étiquetage agroalimentaire, de la conformité des emballages au Canada. Ces formations ont lieu présentement et vous pouvez toujours vous inscrire. Je me souviens quand j'étais tout jeune, pas vous autres, là, mais moi, quand j'étais tout jeune, il y avait une annonce qui passait à la télévision, puis on disait faire affaire avec c'était un concessionnaire automobile qui disait faire affaire avec un professionnel coûte cher. Mais faire affaire avec un amateur coûte encore plus cher. Alors, c'est un peu le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, Marilyn. Il n'y a pas vraiment de place pour l'improvisation. Non. Alors, j'imagine que vous avez quelques exemples de choses qui pourraient tourner mal, justement, quand on planifie pas tout ce volet-là. Bien, ce qui arrive, c'est que plus une entreprise agrandit, plus elle va devenir victime de son propre succès. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait passer plus inaperçu avec quelque chose de non-conformité, par exemple, au niveau du packaging ou de l'emballage. À partir du moment qu'il y a un étiquetage ou un emballage va être non-conforme, ça peut devenir vite un enjeu parce qu'on est plus visible, donc on est plus ciblé. Fait que ça, c'est certain que ça fait partie de la réalité que les entreprises peuvent avoir. Les chances d'être inspectées ou que le problème qu'on a sur notre emballage soit identifié sont plus élevés. Assurément, parce qu'on se retrouve dans plus de magasins, plus de points de vente, donc deviennent dans les mains de plus de personnes. Donc, ça va être certain que ça fait en sorte qu'il y a plus de chances que ça soit dénoncé ou réglementé à ce moment-là. À titre d'exemple, une certification qu'on affiche et qu'on n'a pas. Peut être un problème, là, que ce soit bio, que ce soit enfin au niveau des allergènes, ou enfin, il y a un paquet d'éléments, là, j'imagine, qui peuvent être mis en cause, là. Assurément. Puis sinon, dès qu'on entre en distribution aussi, l'entreprise va être confrontée à des nouvelles réalités. Plus qu'un produit va gagner en popularité, plus la chaîne de production va se complexifier. Puis il va y avoir des défis aussi qui vont être différents, qui vont arriver beaucoup plus vite. Parce qu'on a un défi de production. Assurément, si le produit est plus populaire, l'enjeu de production suit aussi avec ça. Donc, on parle plus juste d'une impression puis d'un problème de conformité. On va devenir avec d'autres enjeux qui vont avoir rapidement à gérer. Il faut s'adapter à cette demande-là. Donc, assurément, c'est quelque chose qui n'ont pas vécu comme situation auparavant. Donc, maintenant, il faut qu'ils s'adaptent à ça. À ce niveau-là. Donc, il y a des étapes à respecter et dans tous les cas, malgré la pression de la demande du produit, il faut quand même respecter les étapes et s'assurer que tout est conforme. Oui, c'est la même chose pour tout le monde, petit ou grand. Quand tu veux rentrer dans la cour des grands, il faut que tu t'assures d'être réglementaire, que ce soit pour exporter ou même rentrer dans une chaîne de distribution au Canada, on n'a pas le choix. Et vous, Solange, est-ce que vous avez quelques exemples, justement?
Ben évidemment, je dirais d'abord, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne fondation. Quand on veut construire une maison, on s'assure que la base est très bien construite. Par exemple, si on a une entreprise qui commence très petite, ça peut être des petits pots qui fabriquent chez eux dans une cuisine. Ouais. Et forcément, quand ils commencent, ils démarrent très petits, ils ne tiennent pas compte des règles de conformité au départ. Et donc, plus l'entreprise va s'agrandir et plus justement, étant donné que ça a été fondé sous de mauvaises bases, au fait, sur une fondation pas très solide, la difficulté va de plus en plus se répercuter. Et donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que comme experte aussi en affaires réglementaires dans le milieu de l'alimentaire, depuis tant d'années, j'ai vu plusieurs cas impressionnants, notamment une entreprise qui doit exporter des emballages agroalimentaires aux États-Unis. Et ils se sont fait arrêter à la douane parce que tout simplement le stock a été refusé parce qu'ils n'avaient pas vérifié correctement leur emballage et respecté les exigences réglementaires. Donc, cette entreprise a dû revoir leurs produits. Donc, ils ont retourné le stock au Canada, réemballé leurs produits, réimprimé les étiquettes. Donc, tout cela, il faut savoir aussi que ça n'a pas juste un impact sur le coût, mais également sur l'image de marque de la compagnie. Et donc, les consommateurs pourraient aussi perdre confiance. Rupture de stock sur les tablettes, un paquet d'effets là, qui peuvent avoir lieu dans... Bien sûr. Et l'image de marque aussi de la compagnie peut être affectée. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un outil, justement, qui pourrait permettre d'identifier l'impact, justement, d'une non-conformité? Il n'existe pas d'outil magique, malheureusement. Okay. J'aurais aimé ça vous dire oui. Le meilleur outil, c'est la vigilance, c'est la planification, c'est ce que je comprends. Là. La planification, mais malheureusement, ça serait bien plaisant là, qu'il y ait un outil magique, mais il y a trop d'éléments qui peuvent faire changer au niveau des coûts. Donc, c'est vraiment du cas par cas, en fait, en termes d'analyse, là, qu'on peut se faire soi-même, mais il n'y a pas d'outil en tant que tel. Dès qu'un produit n'est pas conforme, les impacts financiers, bien sûr, ils vont être majeurs, sans parler du retard que ça va occasionner au niveau de la distribution du produit. Bien, j'aimerais bien, en fait, énumérer, si tu es d'accord, André, pour savoir qu'est-ce que ça pourrait, les catégories, en fait, impacter directement liées à ça. Là, pour se donner une meilleure idée de ce que ça démontre en termes de coûts. Donc, assurément, il va y avoir le transport du retour de la marchandise, parce qu'il faut le reprendre, elle n'est pas conforme. L'implication des experts comme groupe export au niveau de la conformité. Et après ça, il va y avoir les frais de graphisme, la nouvelle impression, assurément, et la main-d'œuvre pour déballer et réemballer, en fait, le produit. Puis ça, c'est sans oublier les pénalités aux côtés de la distribution pour les frais de retard qui vont être engendrés. Encore là, on n'a même pas parlé de la perte potentielle de la matière première pendant cette période-là. Puis l'impact environnemental, là, écoute, ça décline. Là. Oui, ça fait boule de neige assurément. Puis au final, c'est toutes ces étapes-là rassemblées, ça finit par coûter cher. Puis dans certains cas d'entreprise, ça peut même être fatal, en fait, pour l'entreprise. OK, mettre en péril carrément l'entreprise. Carrément. Oui. Okay. Quand on parle de gros volumes qui peuvent avoir un impact majeur. Là. Oui, ou une petite entreprise qui débute, qui ont tout mis pas leurs hommes dans le même panier, là, mais une entreprise qui débute puis qui a tout mis son espoir ou tous les sous qu'il y avait dans ce lancement-là. C'est sa première chance. C'est sa première grosse distribution, non-conformité au niveau de l'emballage. Fait que c'est vraiment pas juste ça. Ça peut être vraiment... C'est pour ça que je dis mettre en péril des entreprises. Une plus grosse va pouvoir s'en relever peut-être plus facilement, mais quelqu'un pour qui c'est une petite qui devient éventuellement une moyenne entreprise, ça fait en sorte là, que ça pourrait mettre fin... ma perception est bonne. Là. C'est absolument incroyable l'impact, les nombreux impacts que ça peut avoir une erreur de non-conformité ou d'impression ou d'emballage, enfin, peu importe. Solange, qu'est-ce que vous suggérez à une entreprise qui souhaite exporter et justement éviter les problèmes dont on vient de parler, là? Je dirais que c'est d'abord de se prendre d'avance au moment du développement du produit et savoir qu'on est conforme dès le départ. Donc, au moment de la conception du produit, il faut déjà commencer à réfléchir. Dans un deuxième temps, il faudrait aussi se former sur la réglementation, donc rester au courant des changements. Et justement, les formations que nous proposons au groupe Esport peuvent vous aider à rester à l'affût des changements. Donc, c'est la base. Bien sûr. Ça n'exclut pas justement les services d'un expert, mais de bien comprendre l'environnement, c'est important. Tout à fait. Ouais. Et aussi consulter des spécialistes réglementaires en mesure d'assurer la conformité des emballages ou encore s'abonner aux infolettes réglementaires du groupe Esport, notamment en consultant notre site web. Et de votre côté, Marilyn, quel est votre point de vue? En fait, premièrement, ce que je conseillerais, c'est de trouver un imprimeur d'expérience. Ça, c'est l'étape numéro 1. Par la suite,
Et il y en a. Oui, effectivement, il y en a, mais vraiment de confiance et d'expérience qui va pouvoir vous accompagner comme il faut pendant le développement de votre projet, qui va poser les bonnes questions avant d'envoyer quoi que ce soit sous presse et qui va être capable de lever le flag si jamais il y a quelque chose qu'il voit ou qu'il anticipe qui ne fonctionne pas au départ, avant que ça soit trop tard. Ensuite de ça, je dirais penser exportation. C'est-à-dire, même si c'est pas pour tout de suite, votre emballage, il faut qu'il soit conforme pour l'international dès le départ. Moi, c'est ce que je conseillerais. On est déjà là, en fait. Donc, tant qu'à faire la réflexion du packaging, la conformité, les réglementations, même si c'est quelque chose qui est dans une phase 2, on pourrait en phase 1 déjà le mettre comme il se devrait plutôt que de revoir parce que c'est une refonte. Ça aussi, il y a des coûts d'y rattacher qui sont Donc, ça peut prendre un peu plus de temps au début, mais au final, moins de temps. Exactement. Ouais. Donc, parlez avec Groupe Export pour faire les vérifications nécessaires et travaillez avec moi pour vous accompagner dans votre projet. Et Marilyn, il y a des éléments à respecter également. Vous aviez parlé de l'imprimeur. Là. Oui. Il y a des éléments à respecter de ce côté-là également. Oui. Bien, en fait, quand en entreprise, souvent, vont choisir des teintes ou des couleurs, ils vont choisir pas nécessairement toujours des PMS qui sont conformes. C'est-à-dire, notre réalité dans l'univers des imprimeurs, mon conseil ou ce qui est le plus favorable, c'est de sélectionner des teintes avec un pourcentage de blanc transparent le plus faible possible. Ah, pourquoi? Pourquoi? Ce qui arrive, c'est que l'encre va être moins pigmentée, puis ça va réagir à la lumière et au soleil. Donc, le rendu du produit va rapidement devenir plus fade ou moins beau. OK. Alors, sur la tablette, le produit va devenir moins attractif. Exactement, parce qu'il va réagir à tout ça. Donc, un bon imprimeur, c'est ça. Oui, bien sûr que oui. Okay. Alors qu'un imprimeur qui débute, souvent, va échapper ce genre de détails qui sont extrêmement importants. Oui, vous serez étonné, là, c'est vraiment... Ah oui? Ah oui. Vous l'avez vu? Bien, en fait, puis les clients non plus sont pas au courant de ça. Fait que quand on reçoit des fichiers, puis qu'on arrive pour valider des couleurs sur presse, bien, on a des couleurs, on se retrouve avec des teintes. Parce que pour eux, perceptible à l'écran, tu vois pas la nuance entre une teinte qui a un plus grand pourcentage de blanc ou un plus faible. Donc, nous, on le voit, on le constate, puis on ajuste, puis on recommande de modifier ou de transiger vers une teinte qui va être plus adéquate, puis qui va, en impression, dans notre univers, va être représentative vraiment de ce que le client souhaiterait. Alors, planification afin de prendre des bonnes décisions. Oui. Et mon meilleur conseil, ça serait de bien comprendre chaque étape du processus d'un produit, poser des questions le plus possible et surtout, tester vos emballages avant de lancer une grande production. Faites des tests, demandez à des gens proches de vous, pas juste à l'équipe, parce que des fois, c'est tellement micro qu'on le regarde tellement de fois qu'il y a quelque chose qui pourrait nous y échapper, que ça soit pour un transport, la manutention quand on le prend dans nos mains, quand on l'ouvre, est-ce que l'expérience est ultime, est-ce que c'est vraiment le rendu, tout ça, là, c'est vraiment de tester dans tous les angles qu'il peut y avoir. Là. C'est une foule de détails qui, au bout du compte, peuvent faire la différence. Sur la durée de vie du produit, sur la manipulation du produit. Que c'est vraiment le rendu qu'on souhaitait pour notre produit, puis que le client aussi vive l'expérience, puis que ça soit aussi un coup sur les tablettes, comme on l'avait visualisé au départ. Il faut donner un maximum d'informations à votre imprimeur pour bien connaître vos besoins réels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir quelque chose qu'on n'a pas comme information si on ne le sait pas. Donc, c'est important de bien communiquer. Puis si vous avez un co-packer, par exemple, bien, c'est essentiel aussi de discuter avec lui parce qu'il peut y avoir une réalité différente que vous pouviez avoir sur votre chaîne de production parce que c'était plus petit puis que vous contrôliez tout. Donc, c'est vraiment important de bien communiquer, en fait. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont influencer les choix. Par exemple, mettons, le poids du produit va faire en sorte que dans la sélection d'un carton, c'est un gros enjeu parce qu'on veut pas, quand on le prend, que le produit soit mou. On veut pas que ça soit trop rigide non plus, parce que si c'est, par exemple, un vernis à ongles puis le carton il est trop épais, ça va coûter trop cher pour absolument rien. Fait qu'il faut que ça soit, quand on dit tester, faire des maquettes, demander à votre imprimeur, en fait, des prototypes pour pouvoir bien... Si je les empile dans un tombeau, sur une étagère, le nombre d'unités sera pas nécessairement le même non plus. Donc, les enjeux sont pas les mêmes. Donc, il y en rentre combien de large à tablette, de hauteur, les tombeaux, c'est toutes des normes qui existent dans les univers. C'est assez standard, mais pour pas se retrouver que finalement, il en rentre 2,5 puis qu'il y a un lousse qu'on perdrait en rentrant un 3e, on est capable de diminuer la boîte? Mais si on a fait les prototypes puis qu'on a fait nos tests, on va s'en rendre compte avant d'être à cette étape-là. J'imagine, Solange,
tous les enjeux dont vient de nous parler Marilyn, ils sont considérés quand une entreprise fait affaire avec le groupe Export. C'est le genre de détails auquel on pense et c'est là où on peut justement encadrer le client et lui donner les bons conseils, les bonnes directions afin d'éviter des erreurs. Bien sûr, tout à fait. C'est important aussi ce qu'elle disait Marilyn, parce que souvent, on a aussi des clients qui viennent nous voir pour nous dire, on a déjà lancé les impressions et puis là, on est pris avec nos produits. Qu'est-ce qu'on fait? Mais malheureusement, on ne peut pas retourner en arrière et c'est vraiment important de faire attention à tout ce qu'on fait dès le départ et de réfléchir sur les bonnes bases. Ouais. Mais c'est déjà moins pire que le produit est rendu à la douane. Bien sûr. Mais l'idéal, c'est que tout ça n'arrive pas et que finalement, que la première fois soit la bonne. Tout à fait. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non, moi, j'aime bien dire, prendre son temps au début, c'est gagner du temps par la suite. Puis, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Oui. Vous allez me le dire. Oui, je vais vous le dire. Un bon produit, c'est aussi un bon processus derrière. Ouais. C'est-à-dire que chaque détail qu'on anticipe maintenant, c'est une erreur de moins pour demain. Effectivement. Bien, merci à vous deux. Merci Solange. Merci Marilyn pour cette discussion qui nous a permis de mieux comprendre l'importance de la conformité des emballages alimentaires et les risques associés à la non-conformité. Pour les entreprises agroalimentaires, le groupe Export agroalimentaire offre un accompagnement spécialisé afin d'assurer la conformité de leur au Canada et aux États-Unis. Depuis peu, ce service est également disponible à l'international grâce à un partenariat avec une firme de consultation dont les frais sont partiellement couverts par le MAPAC. Enfin, plusieurs membres fournisseurs, dont Deschamps Impressions, peuvent aussi soutenir les entreprises dans la mise en marché de leurs produits à l'exportation. Solange, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Marilyn, c'était un plaisir. Merci André pour la belle invitation. Au plaisir. À la revoir. prochaine. À la prochaine. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire au Québec. Merci et à bientôt.